Il y a encore quelques places là devant. Je vais aller chercher ma place avant qu'elle disparaisse. Et ça va? Ouais.
Bonsoir tout le monde. Oups. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième soirée des journées microbiologie. Je vous vois nombreux, alors on est très contents. Il y a encore des places là devant sur les chaises. Si quelqu'un veut s'asseoir devant, au lieu de sur les escaliers, vous êtes les bienvenus de descendre. Laurent m'a promis de ne pas vous mordre, même si vous êtes assis devant. Et moi, c'est déjà l'année passée, j'ai promis de ne plus mordre. Donc voilà, donc ne vous gênez pas de descendre, d'essayer s'asseoir devant là. Alors, c'est un grand plaisir de vous dire la bienvenue ce soir pour cette conférence du professeur Laurent Kaiser, qui est professeur à notre faculté de médecine ici à l'Université de Genève. Il est aussi le directeur-chef de médecin des maladies infectieuses, donc c'est quelqu'un qui a un agenda bien rempli et surtout en ce moment, c'est quelqu'un qui est bien occupé. Donc c'est autant plus que j'aimerais bien le remercier d'avoir accepté cette invitation de vous parler des virus. Alors c'est vrai qu'il a accepté ça avant qu'il savait que son agenda allait exploser d'une manière juste imprévisible. Et donc il y a quelque temps déjà qu'on a organisé ces 2 jours, ces 2 conférences, et puis il a gentiment accepté. Et il a maintenu cette invitation et puis il est resté disponible pour venir vous parler des virus ce soir, malgré son emploi de temps très chargé. Alors, Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté et de venir nous parler ce soir. Bonsoir tout le monde, je suis impressionné du monde, j'espère que je vais réussir à vous tenir réveillés ces 45 prochaines minutes et que les applaudissements auront lieu plutôt à la fin qu'au début. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler de l'émergence de nouveaux virus et j'ai mis exprès en tout petit « Faut-il en avoir peur ?» parce que c'est un titre qui a été choisi par la communication et vous savez qu'en ces temps, on est plus submergé de communication. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de revenir aux bases, parler un peu de biologie, puis essayer de rendre ces petites bêtes un peu plus humaines et puis pourquoi pas les dompter. Donc, quand on parle de virus, on a affaire en fait à des compagnons de tous les jours, des infections que vous connaissez tous, semaine après semaine, mois après mois. C'est le rhume, les pharyngites et les bronchites, c'est la cause principale d'infection chez l'homme, c'est dans l'immense majorité des virus. Les verrues, par exemple, sont dues à des virus. Le bouton de fièvre que vous pouvez observer de temps en temps chez votre voisin, ce qu'on appelle communément les gastro, la mononucléose, etc. Donc en fait, ça fait partie de notre vie, c'est des parasites avec lesquels on vit et on doit vivre, et qui ne sont pas forcément des tueurs, donc il ne faut pas forcément avoir peur d'eux. Lorsqu'on va chez mes collègues comme Patrick, qui dessine le monde du vivant et qui sont bactériologistes, ils dessinent ainsi le monde du vivant avec un ancêtre commun, des bactéries qu'on appelle archéobactéries, des organismes qu'on est en train de découvrir, tout le monde des bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques, les animaux, les plantes, puis là au milieu, souvent, mes collègues oublient de parler des virus. Ça dénote en tout cas un manque de respect vraiment pour ces petites bêtes et une raison de plus pour en parler. Alors pourquoi ils oublient? Probablement parce qu'ils considèrent que c'est un monde à part, essentiellement parce qu'il y a besoin d'une cellule pour survivre et ce n'est pas un organisme indépendant qui peut vivre simplement dans l'environnement s'il ne retrouve pas une cellule. Le matériel génétique aussi est un peu différent parfois des bactéries et autres puisqu'il peut être fait d'ARN et non pas uniquement d'ADN, comme c'est le cas par exemple des cellules humaines. Donc c'est probablement pour ces raisons, et puis surtout parce que peut-être on ne peut pas les voir, que nos amis bactériologistes oublient les virus dans le monde du vivant. Je caricature un peu, mais voilà.
C'est des organismes qu'on ne peut pas voir, comme je viens de dire, qui sont de très petite taille, de 10 à 100 nanomètres. Et puis, la grande différence avec les bactéries ou avec les cellules humaines, c'est également des organismes qui codent pour très peu de protéines, qui ont un nombre très restreint de gènes. C'est donc totalement différent d'une cellule humaine qui peut avoir jusqu'à 25 000 gènes, une bactérie qui a 4300 gènes, par exemple, pour certaines bactéries comme l'E. coli. Ici, j'ai mis des exemples d'autres bactéries. Donc, on est dans un monde qui est totalement différent. Et ceci va imposer des contraintes à ce monde vivant et imposer également des contraintes en termes d'évolution. L'autre chose importante dans le domaine de la virologie, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, quand j'ai décidé de me spécialiser en virologie, je me rappelle mon patron qui me disait « Mais t'es sûr de ce que tu veux faire? Personne ne s'intéresse au virus. » Voici la liste des vingtaines de virus qui ont été découverts ces 30 années. Vous voyez qu'il y a des agents qui font vraiment parler d'eux, tels que le HIV, etc. Et puis d'autres qui sont surtout des virus respiratoires, qui ont tous des noms un petit peu exotiques, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais qui vous affectent tous les jours. Pourquoi on a réussi à découvrir autant de virus ces dernières années par rapport au monde des bactéries? C'est essentiellement pour une raison, c'est la révolution technologique qui nous a permis de passer à des méthodes diagnostiques qu'on appelle moléculaires, où on détecte les acides nucléiques de ces virus, et qui a permis d'ouvrir la porte vers un monde totalement nouveau, et d'associer certaines maladies avec des nouveaux agents qu'on méconnaissait jusqu'à il y a quelques années. Donc vraiment un monde qui s'est ouvert également grâce à l'évolution technologique et ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Et si vous cherchez à faire cet arbre de la vie, la raison pour laquelle nos collègues n'intègrent pas les virus dans l'arbre de la vie, c'est non seulement par manque de respect, comme je le disais, mais également parce que c'est assez compliqué à faire, et j'ai essayé de faire mon arbre de la vie des virus ici. Et vous voyez d'emblée qu'on va devoir faire plusieurs familles en fonction du type d'acide nucléique dont ils sont faits, qu'il s'agit d'ARN. Il y a différentes formes d'ARN, on ne va pas aller en profondeur aujourd'hui. Il y a des virus qu'on appelle rétrovirus, qui ont la capacité de s'intégrer dans le génome humain, tels que le VIH, etc. Et si on complète cet arbre de la vie, on arrive à peu près à ceci, qui résume sur cette diapositive l'ensemble des virus que l'on peut reconnaître comme importants pour l'humanité actuellement. On pourrait rajouter peut-être un point d'interrogation en disant est-ce qu'on a la porte qui est encore ouverte vers de nouveaux agents infectieux? C'est clairement pas exclu et c'est ce qu'on va discuter ces prochaines minutes. Je vais commencer donc par une brève biologie des virus et essayer d'être aussi simple que possible sans non plus tomber dans la simplicité extrême. Mais la première chose qu'un virus aura besoin pour se répliquer, pour continuer sa multiplication, essayer de se transmettre, d'être encore vivant, c'est trouver sa cible. Et pour trouver sa cible, il faut qu'il trouve son récepteur, qui est schématisé ici. Et clairement, c'est la première étape la plus importante. Si le virus ne trouve pas sa cible, c'est-à-dire à sa surface, il va avoir des protéines ou des glycoprotéines qui vont devoir trouver leur récepteur et trouver une affinité, et qu'il ne rentre pas dans la cellule, il ne va pas survivre, puisque c'est un parasite cellulaire total. Donc la première étape, c'est vraiment de trouver cette cible. Et vous comprenez que cette cible va être différente d'une cellule à l'autre, et va déterminer également le type de maladie qu'on va observer, éventuellement également le tropisme du virus, c'est-à-dire est-ce qu'un virus qui trouve sa cible dans le système nerveux central va peut-être faire une méningite, et un autre qui trouve sa cible dans les poumons va se contenir uniquement aux poumons. Donc ça, c'est la première étape très importante, mais ce n'est pas une étape suffisante. Si un virus s'accroche à la surface de votre cellule, mais que votre réponse et vos défenses immunitaires sont bonnes, et qu'il ne trouve pas un environnement propice, puisqu'en général, une cellule n'est pas là pour accueillir un étranger tel qu'un virus, il va être éliminé. Il faudra qu'il soit capable de conduire toute une série d'étapes que je schématise extrêmement ici. Tout d'abord, délivrer son matériel génétique dans la cellule, produire une série de protéines virales, répliquer ce matériel génétique, et j'ai mis ça en rouge parce qu'on va revenir là-dessus, parce que c'est une caractéristique importante des virus, et en particulier des virus qui ont comme matériel génétique l'ARN au lieu de l'ADN, pour produire ce qu'on appelle des nouveaux virions, des nouveaux virus,
qui vont conduire ensuite à de nouveaux cycles et à perpétuer la survie de cet agent infectieux. Arrêtons-nous un moment sur cette réplication du matériel génétique, puisque c'est vraiment la caractéristique principale sur laquelle va reposer l'évolution de ces virus. Lorsqu'on est dans une cellule humaine et qu'on schématise au maximum, lorsqu'on a du matériel génétique et qu'il y a une multiplication cellulaire, c'est probablement en grande partie vrai également pour les bactéries, vous avez une réplication fidèle du matériel génétique. Lorsque vous avez un virus, et c'est surtout de cela dont on parle aujourd'hui, à ARN, donc acide ribonucléique, matériel génétique qui n'est pas fait d'ADN à la base, lorsqu'il va y avoir une réplication, la plupart de ces virus, ou tous, sont dépendants, à un moment donné ou à un autre, d'une enzyme qui est d'origine virale. La caractéristique de cette enzyme, c'est qu'elle n'est pas tout à fait fidèle, elle va faire des erreurs, elle va introduire ce qu'on appelle des mutations. Et au lieu d'avoir un ensemble de nouveaux génomes qui sont extrêmement fidèlement reproduits, vous allez rapidement avoir une sorte de soupe de génomes qui chacun peut avoir, à un moment ou à un donné, une mutation qui est introduite. Le fait d'accumuler des mutations n'est pas forcément favorable. La plupart de ces mutations sont délétères et vont conduire à l'extinction de ces virus. Néanmoins, vous comprenez que vous assurez ici d'emblée une caractéristique principale de cette réplication, c'est une diversité énorme. Cette diversité a potentiellement des avantages pour la survie du virus qui peut acquérir de nouvelles propriétés. Et quand je dis de nouvelles propriétés, ce n'est pas forcément des propriétés qui font peur, c'est des propriétés, par exemple, en termes de transmission, etc. On reviendra sur ceci plus tard. Une autre façon l'autre chose importante qu'il faut dire lorsqu'on a ce phénomène, c'est que c'est une évolution lente qui va se faire au fil du temps, mais qui est relativement lente. Une autre façon, c'est d'échanger des gènes. C'est une évolution brusque où certains virus, tels que le VIH, est un maître pour ça. Lorsque quelqu'un est infecté par 2 virus VIH différents, va échanger des gènes et on va se retrouver avec une sorte de cassure antigénique. Vous avez, si vous voulez, un hybride entre 2 virus. Et vous comprenez que ceci peut conduire à des changements de phénotype, à des changements de comportement du virus qui sont assez importants. Pour le virus de la grippe, c'est encore plus subtil, puisque le virus de la grippe est fait de 8 gènes qui sont segmentés, et il peut quasiment, comme un jeu de cartes, échanger ces gènes lorsque un individu ou un animal est infecté par 2 virus différents. Donc ça, c'est une source de variabilité très importante, et si ceci arrive, vous pouvez par exemple échapper à un vaccin ou à un antiviral. Le virus de la grippe, dont on va se parler un peu ces prochaines minutes également, combine toutes ces astuces, vraiment il est capable de mutation, il peut échanger des gènes, et il a, surtout une chose dont je vais parler par la suite également, un immense réservoir animal qui est une sorte de grand bouillon de culture dans lequel peut émerger de nouveaux variants. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que certaines infections virales sont transitoires, comme celle de la grippe par exemple, elle va durer que quelques jours. Et pour se transmettre, la fenêtre d'opportunité est relativement courte, et en général, c'est au moment des symptômes. Par contre, pour d'autres virus, tels que l'hépatite C ou le VIH, ils sont capables, pour assurer leur transmission, qui n'est pas facile, transmettre et faire une pandémie avec des virus qui sont transmis par les muqueuses sexuelles, par exemple, demandent des stratégies particulières, et les stratégies que ces virus ont développées, c'est de créer des infections chroniques. Et en faisant une infection chronique, vous vous offrez des opportunités de transmission qui s'étendent sur des années et qui permettent votre survie. Tout ceci pour dire que ces virus ont donc une capacité évolutive qui est très importante, mais ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de stratégie. En fait, vous avez affaire à un grand phénomène de hasard. Mais ils ont la capacité d'évoluer, donc de s'adapter, d'échapper par exemple à la réponse immune. Si vous avez eu un vaccin et que le virus change, il va pouvoir échapper à cette réponse immune. Il va changer ce qu'on appelle son phénotype, il va peut-être être plus apte à causer des maladies plus sévères ou bien à atteindre tel ou tel organe ou à échapper à un antiviral. Et puis, chose très importante sur laquelle on va revenir, il peut aussi, à partir d'un réservoir animal, lorsque vous avez un virus qui touche les animaux, se transformer pour rentrer dans l'espèce humaine. Et lorsqu'on va avoir des épidémies qui sont dues à des virus qui viennent du monde animal ou de nouveaux virus,
Il faut donc plusieurs conditions. Et les conditions indispensables, ce n'est pas seulement d'avoir un virus méchant, mais c'est surtout d'avoir un virus transmissible. N'importe quel virus qui soit méchant, s'il n'est pas transmissible, il n'est pas dangereux pour l'espèce humaine. Il faut se créer des opportunités de transmission, comme je vous l'ai montré. Et puis, très important, il faut pouvoir entrer dans une population qui est non immune. Si vous avez par exemple un virus de la grippe dans lequel vous êtes vacciné, même s'il est extrêmement dangereux, si vous êtes vacciné, vous allez être protégé s'il ne change pas la protéine à sa surface. Même si dans son sac à dos, il a des armes extrêmement méchantes, il sera incapable de vous rendre malade si vous avez une protection immune. Un point important lorsqu'on discute de virus émergents, c'est ce réservoir animal. Et ce réservoir animal est comme un spectre qui peut exister autour de nous, mais entre les animaux et l'homme, il y a ce qu'on appelle la barrière des espèces. C'est par exemple ce récepteur que je vous ai montré au début. Si vous êtes un animal, vous avez des récepteurs différents si vous êtes un humain. Et ceci va d'emblée empêcher certains agents infectieux de vous infecter, même s'ils sont présents autour de vous en très grande quantité. Cette notion de barrière des espèces est extrêmement importante. C'est un obstacle réel à l'adaptation au monde humain. C'est d'autant plus important que lorsqu'on regarde la microbiologie, on peut comprendre qu'environ 80% des grandes familles de virus ou des espèces de virus sont partagées entre l'homme et l'animal. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes, mais vous avez des virus extrêmement similaires qui sont partagés entre l'homme et l'animal. C'est la même chose pour tous les autres agents infectieux. Aujourd'hui, on se concentre sur les virus, mais c'est la même chose pour un grand nombre de bactéries, pour les parasites. Et on estime qu'environ 60% de ce qu'on appelle des maladies émergentes, infectieuses, sont d'origine de ce monde animal qui nous entoure. Cette barrière des espèces est extrêmement puissante. J'aime beaucoup cette diapositive parce qu'elle illustre la variole chez un enfant. C'est une maladie qui a disparu de la planète. La variole chez une souris et la variole chez le chameau. Vous voyez que la présentation clinique est tout à fait similaire. C'est des virus qui sont extrêmement proches sur le plan génétique, mais qui ont quelques petites différences, quelques mutations de différence. Et si vous prenez le virus ici du chameau et que vous l'inoculez à l'humain, vous n'allez pas avoir d'infection. Par contre, on peut imaginer que s'il accumule certaines mutations, ça pourrait avoir lieu. Mais donc, des virus qui sont quasiment identiques sur le plan génétique, qui font vraiment des infections similaires, mais cette barrière des espèces fait que le virus du chameau, de la variole du chameau, est incapable d'infecter l'homme et vice-versa. L'autre point important concerne l'évolution, et j'aime beaucoup cet exemple qui concerne un virus qu'on appelle celui de la myxomatose du lapin. C'est une histoire qui commence en Australie à la fin de l'avant-dernier siècle. Les colons anglais qui étaient en Australie semblaient s'ennuyer là-bas. Ils ont importé des lapins d'Europe, lapins qui se sont trouvés dans un environnement sans prédateurs. Ils ont pullulé, se sont multipliés. Vous avez ici des images du désastre écologique que ceci a occasionné. On a fait des barrières. Vous pensez bien que les lapins n'étaient pas très sensibles aux barrières. On s'est dit on va engager des chasseurs. On a choisi des chasseurs qui essayaient de chasser le lapin. Puis tout ceci ne marchait pas très bien. Donc finalement, on s'est tourné vers les scientifiques et ceux qui manipulent les virus. Et ces scientifiques connaissent un virus, celui de la myxomatose du lapin, qui, lorsqu'il est inoculé au lapin, tue 99% ou presque 100% des lapins. Ceci a été fait. Vous avez ici la barre noire qui représente la mortalité des lapins la première année de l'inoculation de ces lapins. On ne va pas aller dans les détails, mais très rapidement, après une année, vous voyez qu'ici, ce n'est pas tout à fait 100%, c'est 99%. Il est perduré environ 1% de lapins qui résistaient à cette infection. Et un virus peut-être qui s'est aussi adapté. Ce qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle une coévolution entre l'hôte et le virus. Le virus s'est adapté à son hôte, et éventuellement certains lapins, ceux qui avaient peut-être les oreilles noires et la queue blanche, eux se sont adaptés au virus et s'est transformé en maladie chronique. Et c'est très important de toujours avoir ça en tête. Tout ce qu'on discute aujourd'hui, ce n'est pas dans un environnement neutre. Cette pression de l'environnement est très importante et va influencer l'évolution de n'importe quel agent infectieux. Et un exemple qui est assez frappant est celui-ci
de M. Obama en 2008 et en 2014, vous voyez que la pression sélective de l'environnement a un effet tout à fait clair sur l'individu. Donc tout ça pour faire un peu le programme de ce qu'on va discuter maintenant. Et maintenant, je vais en venir à des choses un peu plus cliniques. Je m'excuse en anglais, mais pour traduire, c'est un rapport de cas de médecins dans les années 50 qui rapporte une épidémie de patients qui présentent des douleurs très importantes des articulations, douleurs qui sont traduites dans le langage local de chikungunya. Je ne sais pas qui d'entre vous a entendu parler de chikungunya, mais si vous lisez les journaux ces temps, vous l'avez certainement entendu parler, qui était une maladie qui veut dire celui qui n'arrive pas à marcher ou à se relever, tellement il a mal aux articulations. On a affaire ici à une description d'une épidémie dans les années 50, dans ce qui est actuellement la Tanzanie. Et vous avez ici une photo du virus qui aurait été isolé dans les années 50. Ce qui est très important, ce que je veux dire ici, c'est que souvent les observations qu'on observe, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est aussi des épidémiologistes classiques, c'est aussi des médecins parfois astucieux et des gens qui sont sur le terrain et qui observent ce qui se passe et qui peuvent identifier rapidement quelque chose d'anormal. Ce chikungunya, avant 2007, c'est donc un virus avec un nom dont on se souvient une fois qu'on l'a vu, était connu essentiellement surfant sur un seul vecteur, qui est un moustique, ici l'Aedes aegypti. C'était une infection rare et je peux vous assurer qu'elle était inconnue de la plupart des médecins et en tout cas totalement inconnue de la plupart des généralistes ou des médecins praticiens aux HUG. Ça causait des infections uniquement sporadiques. Elle était connue sous forme de deux familles de virus chikungunya, une première en Afrique de l'Est et centrale et du Sud, et puis une autre beaucoup plus rare en Inde. C'est pour ça que j'ai mis ici un virus vert et un virus jaune. Les couleurs sont importantes. Vous avez l'océan Indien au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? En 2007, ce virus, qui a sur sa surface, comme tous les virus, ces glycoprotéines ou des protéines, avait en général à sa surface cette boule verte. Suite à une mutation, apparaît au lieu de la boule verte un petit triangle rouge qui simplement symbolise l'apparition du changement de cette glycoprotéine. Les conséquences sont assez subtiles. Le virus s'est adapté facilement à un nouveau vecteur qui est l'Aedes albopictus, qui est un moustique, qui lui-même s'est développé de manière très intense dans différentes régions du monde. Et la différence, c'est que lorsqu'il avait cette mutation, il semble que le virus est capable de se répliquer 10 à 100 fois mieux dans le moustique. Ça fait que quand vous êtes piqué, vous êtes exposé à 10, 100 fois plus de virus. Ça facilite donc la transmission. La conclusion, excusez-moi, est celle-ci, c'est que le vecteur qui était très présent à l'île de la Réunion s'est développé. Suite à l'apparition de cette mutation, il y a eu une explosion. Et à la Réunion, qui coûte environ 700 000 habitants, environ un tiers ou plus de la population a été infectée avec une mortalité qui était relativement conséquente, en particulier chez les femmes enceintes. Donc tout d'un coup, un virus qui apparaît et vous avez 30 à 40% d'une population qui est touchée, ce qui est phénoménal. Vous savez que les gens voyagent, le virus a suivi les gens qui voyagent, et très rapidement s'est installé en Inde et en Asie, et est devenu une cause majeure. Vous avez ici des estimations, il m'est impossible de donner des chiffres, mais je peux vous assurer qu'en Inde et en Asie, maintenant, c'est des millions de cas de chikungunya qui ont été observés. Et chose encore plus importante, c'est que le vecteur initial, Aedes aegypti, qui était aussi le vecteur de la malaria qui se trouve en Inde, a été remplacé par un autre vecteur, un autre moustique. Donc quelque chose d'assez complexe. Vous avez en plus un moustique qui pique les hommes et un virus qui s'adapte au moustique et le moustique qui se multiplie de manière importante. Et vraiment une épidémie très importante. Et depuis 2014 ou fin 2013, le virus a traversé les continents et apparaît maintenant en Amérique centrale
Et on estime actuellement qu'il y a environ 700 000 cas qui se sont développés dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc en fait, il a fait le tour du monde en 7 ans et devient un nouveau pathogène et une cause importante qu'on recherche maintenant systématiquement de fièvre chez les voyageurs qui reviennent de ces zones endémiques, chose qu'on ne faisait absolument pas il y a quelques années. Une autre histoire qui est extrêmement instructive également, débuté en 1999 et concerne New York, où des médecins ont observé des personnes, en particulier des personnes âgées, qui décédaient de méningo-encéphalite. Et en même temps, les gens qui s'occupaient de santé publique, en particulier des animaux dans la cité de New York, ont observé qu'il y avait des corbeaux qui tombaient dans les parcs. Donc il y a eu des investigations. Les investigations ont conduit très rapidement à identifier un virus qu'on appelle West Nile, qui infecte à la fois les animaux, les corbeaux en particulier, ou certains oiseaux, et l'homme de manière accidentelle. Le virus West Nile s'appelle West Nile parce qu'il était isolé en 1937 dans le bassin du Nil, en Ouganda. Il était connu pour faire des épidémies sporadiques en Afrique, également dans le bassin méditerranéen, jusqu'en 2002. Le vecteur est un moustique également, qui infecte surtout les oiseaux, et l'humain est un hôte accidentel. La maladie est souvent asymptomatique ou ressemble à une grippe et guérit toute seule, mais sur la masse des individus infectés, il y a des complications neurologiques qui peuvent être assez graves. Le cycle est donc de nouveau assez complexe, avec un vecteur, des réservoirs qui est au niveau des animaux, essentiellement des oiseaux, le réservoir principal, et puis par accident, l'homme est infecté. Également les chevaux. Imaginez-vous que si vous avez un élevage de cheval avec des chevaux de course qui coûtent extrêmement cher, vous n'êtes pas très content de voir des moustiques autour. Et les gens aux États-Unis, par exemple, fuyaient d'un État à l'autre en même temps que l'épidémie. Cette épidémie aux États-Unis était juste impressionnante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a touché toute l'Amérique du Nord en l'espace de quelques années. Et une des conséquences assez spectaculaires, c'est que tous les donneurs de sang, par exemple aux États-Unis, sont testés pour la présence de ce virus. Vous allez me poser la question, comment ce virus est arrivé? On ne le sait pas exactement. On suppose que probablement il est arrivé via un cargo, que le moustique a pu survivre à l'intérieur d'un cargo et s'est retrouvé tout d'un coup dans un environnement favorable et a pu se multiplier dans l'environnement de New York en plein été, et puis le cycle est parti. Donc, un exemple de nouveau d'un virus qui a traversé les continents. Est-ce que c'est important pour l'Europe? On observe de plus en plus de cas au sud de l'Europe ces dernières années, même en Italie. Et c'est également une infection que l'on a appris à considérer, à détecter de cas en cas, chose que l'on faisait en tout cas jamais il y a une dizaine ou quinzaine d'années. Pourquoi je vous ai parlé de ces deux virus au nom un peu compliqué que probablement vous avez méconnu ces dernières années et qui ne touchent pas votre santé? Parce que c'est des exemples très importants de l'importance de la diversité et l'évolution génétique, de l'adaptation humaine et sa transmissibilité, du réservoir animal, etc., toutes les choses que je vous ai parlé déjà. Mais point très important également, l'environnement, l'urbanisme, l'organisation sociale et cet effet de coévolution entre un hôte et son pathogène. Ça mélange plusieurs sciences que j'ai listées ici, et la plus importante concerne la santé publique, et vous comprenez pourquoi il est très difficile dans ce domaine de prendre des décisions de santé publique quand vous voyez la complexité des événements qui ont lieu. Et lorsqu'on parle d'environnement, je m'arrête 2 secondes sur 2 ou 3 points pour lesquels je ne suis en tout cas pas spécialiste, mais qui méritent d'être soulignés. Vous avez ici une carte des différentes routes aériennes utilisées l'année où on a découvert pour la première fois le virus de la grippe, en 1930 ou 1933. Vous voyez ce qui se passe maintenant, en 2012, 59 000 routes aériennes entre 3200 aéroports couvrant le monde entier chaque jour. Donc, il est évident que non seulement les gens voyagent, mais également les agents infectieux. Et puis, il y a ces évolutions, ces changements climatiques, les inondations, des conditions de vie sociales qui peuvent également promouvoir toutes ces infections. Et on pourrait citer un exemple qui est également extrêmement instructif, c'est celui de la dengue, qui est une maladie dramatique dans certains pays, qui touche surtout les enfants
avec des taux de décès très conséquents. La dengue, qui également se transmet également grâce à un virus, s'est multipliée de 30 fois ces dernières années, ces 50 dernières années, et s'est localisée également dans les villes grâce aux réservoirs d'eau, grâce aux vieux pneus qui sont stockés à gauche, à droite et qui ont des réservoirs pour les moustiques. Et puis un autre phénomène qui a favorisé la dengue, qui avait quasiment disparu dans les années 70, c'est l'arrêt d'utilisation des insecticides. Je ne suis pas en train de promouvoir les insecticides, mais le fait d'avoir arrêté par exemple les campagnes de DDT ont permis la réplication de nouveau de ces moustiques et du vecteur et permettent le développement de maladies qui étaient plus ou moins contrôlées. Je vais maintenant m'arrêter sur la grippe, parce que la grippe, vous en avez tous entendu parler, c'est une maladie qui touche tout le monde, et puis qui est un archétype des virus qui évoluent. La première chose, c'est cette grippe dite aviaire, H5N1, dont vous avez tous entendu parler, découverte en 1997 à Hong Kong. C'est de nouveau un virus du monde aviaire, animal. Et puis, il y a vraiment une question dont on peut se poser, c'est faut-il s'en occuper, puisque depuis 2003, par exemple, c'est 650 cas, 385 décès. Ce n'est pas par manque de respect des gens qui sont décédés, mais en termes de santé publique, c'est une mini-goutte d'eau dans l'océan des misères humaines. 385 décès, c'est vraiment rien du tout, et on doit vraiment se poser la question, est-ce qu'il faut s'en occuper? Alors, pourquoi on s'en occupe? Parce qu'il y a le spectre de 1918, où il y a eu 30 ou 40 millions de morts suite à la grippe aviaire de 1918, et plusieurs exemples après de pandémie. Le virus de la grippe, on s'arrête 2 minutes, à sa surface, de nouveau des protéines qui l'aident à s'accrocher à sa cible, en particulier une qu'on appelle l'hémagglutinine, et puis une autre qui s'appelle le neuraminidase, qui n'est pas un récepteur, mais qui aide le virus à survivre dans son environnement. Il existe 17 sous-types d'hémagglutinine, ça veut dire que vous avez 17 familles différentes, et puis une dizaine différente de neuraminidase, et théoriquement des combinaisons entre les deux, qui fait qu'on donne à ces virus des petits noms type H5N1, ça veut dire l'hémagglutinine 5 et le neuraminidase 1. Et tous ces sous-types sont présents chez les animaux. 36 000 différentes sortes d'animaux sont présents et capables d'être un réservoir important de ces virus, mais en particulier le monde aviaire et les canards. Par contre, chez l'homme, il y a uniquement 3 virus qui sont adaptés à l'homme, H1, H3 et H2, mais surtout H1 et H3. Et c'est très important parce que ça vous illustre l'importance de cette barrière des espèces. Vous avez 17 sortes d'hémagglutinines différentes, mais il n'y en a que 3 qui sont vraiment adaptées à l'homme. Ce monde animal infecté par les virus, tels que les poulets, est extrêmement présent dans certaines régions du monde. Vous avez une carte ici qui m'impressionne toujours, je ne sais pas à quel point elle est juste, mais ce n'est pas très important. C'est la densité de poulets au mètre carré dans certaines régions d'Asie. Ici, vous avez jusqu'à 20 000 poulets au kilomètre carré. Vous imaginez que si ces poulets sont infectés par la grippe, c'est un réservoir, un incubateur pour favoriser l'émergence de nouveaux virus. Alors, depuis une quinzaine d'années ou plus que ce virus de la grippe aviaire circule, vous avez ici un arbre généalogique de ce virus, c'est l'évolution génétique de ce virus. Il a changé, sans arrêt changé, il a évolué. C'est ce qui fait peur aux gens de santé publique, se dire est-ce que cette évolution perpétuelle, l'accumulation de ces mutations sans arrêt, va conduire à l'émergence d'un virus dangereux pour l'homme? Il faut quand même se rendre à l'évidence, actuellement c'est un virus du monde animal, ce n'est pas un virus humain, et malgré une vingtaine d'années, il n'a pas réussi à rentrer dans l'espèce humaine. Mais il évolue, et beaucoup d'évolutions conduisent à l'extinction de certaines souches de ces virus. Alors pourquoi ça ne s'est pas passé? Pourquoi cette barrière des espèces entre l'homme et l'animal n'a pas eu lieu? Il y a plusieurs raisons qui sont importantes en termes de la biologie. C'est que toute modification génétique nécessite de surpasser certaines contraintes fonctionnelles. Rappelez-vous, il y a très peu de gènes dans ces virus, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut travailler en équipe, et puis il faut travailler en faisant en sorte qu'on retrouve son récepteur humain ou qu'un récepteur qui est vraiment adapté au tractus respiratoire humain. L'exemple du chikungunya que je vous ai montré, avec une seule mutation qui fait la différence, c'est en fait l'exception.
En général, il faut plusieurs mutations et un phénomène de hasard qui est difficile à remplir. Alors, combien de temps faudra-t-il pour immuniser ce virus? C'est très difficile à le prédire. Dans la nature, je vais en parler un peu, mais en laboratoire, et c'est un problème important, ça peut prendre que quelques semaines. Vous avez ici une photo du virus de 1918 qui a été reconstitué en laboratoire à partir de traces génétiques qui ont été reconstituées. On a pu reconstituer ce virus. Donc ça, c'est un autre aspect que je ne discuterai pas aujourd'hui, mais théoriquement, les scientifiques sont capables de créer des bombes biologiques dans le laboratoire relativement facilement, j'exagère, mais disons, c'est une possibilité. Donc en laboratoire, c'est possible de recréer ces virus. Par contre, dans la nature, les choses sont plus complexes. Nous avons ici le virus de 2009, celui de la grippe porcine de 2009, qui s'appelle H1N1. Ce virus est issu d'un échange de gènes de 3 virus qui ont d'abord infecté le porc, qui ont un peu évolué chez le porc, qui ont donné un certain nombre de gènes, et d'un autre virus qui a évolué pendant plusieurs dizaines d'années chez le porc. Et si vous retracez l'origine de tous les gènes du virus de 2009, de manière assez spectaculaire, la plupart d'entre eux remontent à 1918. Mais ils ont simplement évolué dans le monde animal avant de se retrouver à nouveau chez l'homme. L'espace-temps est de centaines d'années ici. Et en plus, essayez de vous dire, est-ce qu'un scientifique pourrait prédire qu'il faudra ces 3 virus, une centaine d'années chez le porc, pour avoir un virus qui réémerge chez l'homme? Chose totalement impossible à mes yeux. On observe ces évolutions génétiques, en fait, uniquement quand il va y avoir des maladies humaines particulières. Lorsque vous avez des pneumonies graves, par exemple. Et j'aimerais m'arrêter sur 2 exemples récents. Le virus H7N9 en Chine, qui est un nouveau virus de la grippe aviaire et qui est peut-être plus important que le H5N1. Et puis ce virus coronavirus d'Arabie Saoudite, dont vous avez peut-être entendu parler ces 2 dernières années, qui est la cause de pneumonies graves. Ces virus sont capables de tuer 20 à 40% des gens qui sont infectés. Et 20 à 40, c'est énorme en médecine. La grippe saisonnière habituelle a une mortalité de l'ordre de 0,1 à 0,01%. Donc vous êtes dans des proportions qui sont totalement différentes. Le virus de la grippe aviaire dit H7N9 en 2013 a causé une épidémie fin 2013, essentiellement dans la région de Shanghai en Chine. C'est un virus qui de nouveau est issu de plusieurs animaux, 4 sources différentes, essentiellement des oiseaux migratoires. Essayez de surveiller l'évolution de la grippe chez les canards volants, vous verrez que ce n'est pas facile. Il n'avait jamais circulé chez l'homme, donc il n'y a pas de protection immune dans la population. Personne dans cette salle est immun à ce type de virus. Il a une affinité pour le système respiratoire, il se multiplie facilement dans les cellules respiratoires, mais clairement, il préfère infecter un oiseau plutôt qu'un homme. On est vraiment dans ce que j'appelle le yin et le yang du virus influenza, où il balance de préférence entre l'humain et le monde animal. Et vous comprenez donc de nouveau que la prédiction est difficile. Elle est tellement difficile que je vous ai montré le schéma tout à l'heure qui s'arrêtait ici. Et voilà ce qui s'est passé à la fin de l'année passée, au début de cette année. Une nouvelle épidémie, comme on a l'impression de voir les grippes saisonnières. Et la question, qu'est-ce qui va se passer en 2015? Est-ce que de nouveau on a un virus qui va pouvoir s'installer chez l'homme? Pour l'instant, il est confiné dans une zone géographique, mais vous imaginez que la Chine, c'est une zone géographique qui est extrêmement peuplée, avec des échanges de population énormes, et donc un endroit idéal pour faire germer une épidémie. Le coronavirus dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ces coronavirus? En fait, si quelqu'un a le rhume dans la salle actuellement, je suis sûr qu'il y a plusieurs dizaines de personnes, il y a à peu près 9 chances sur 10 que ce soit un coronavirus. Il y a 4 espèces humaines, on s'en fiche des petits noms ici, ça c'est plus pour les biologistes, pour donner l'impression qu'on est intelligent et qu'on est incompréhensible. Mais c'est la seconde cause d'infection des voies respiratoires. Il y a 2 espèces zoonotiques, une en 2003 qui s'appelle le SARS, pour ceux qui s'en rappellent, et celle dont je vais parler maintenant. Et le SARS, c'est une expérience très particulière qui a commencé à Hong Kong avec une personne infectée. Et juste un exemple, cette dame ici, qui était dans le même hôtel qu'un médecin chinois qui avait pris soin de patients infectés par le SARS,
se sont croisés uniquement, probablement dans le même étage de l'hôtel, puisqu'ils habitaient dans le même étage, mais ils n'avaient aucune relation. Cette dame est rentrée à Toronto, ville similaire à Genève, a infecté son mari, son fils qui est venu le chercher à l'aéroport, qui est décédé. Mais avant de décéder, il a été hospitalisé. Et en étant hospitalisé, il a transmis l'infection à l'ensemble de ces personnes ici, qui sont du personnel soignant, et un certain nombre sont décédés. 400 cas, 44 décès, une quarantaine pour 25 000 résidents il y a une dizaine d'années à Toronto. Donc juste l'explication que ces virus émergents peuvent tout d'un coup traverser la planète. Par contre, c'est incompréhensible pourquoi ça s'est arrêté, probablement uniquement grâce aux mesures de confinement, et ça souligne l'importance de la santé publique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en Arabie Saoudite? On a découvert un virus similaire qui est probablement d'origine des chauves-souris. Ces chauves-souris transmettent probablement aux chameaux, qui jouent comme hôte intermédiaire, et transmettent à l'homme. Environ 729 cas, une mortalité assez impressionnante, et puis quelques cas exportés, une douzaine de cas exportés à travers le monde. Et vous imaginez, en vous montrant ce que je vous ai montré avant dans un hôpital, la crainte qu'on peut avoir de recevoir un patient qui a une telle infection, puisque ça peut se transmettre dans l'hôpital si on n'identifie pas rapidement ce genre de cas. De nouveau, ici un arbre phylogénétique, c'est-à-dire un arbre de l'évolution génétique de ces virus, qui montre qu'il y a une rapide évolution et y a-t-il une adaptation virale? C'est très difficile à le dire, puisque l'épidémie semble s'être calmée ces derniers mois, pour des raisons qui restent mystérieuses compte tenu du nombre de chameaux qui circulent dans ces pays. L'autre question passionnante, c'est où était le réservoir de la grippe porcine de 2009? Et si quelqu'un le trouve, ça serait assez extraordinaire parce que malgré tout ce que je vous ai montré, qu'on arrive à retracer l'origine des gènes, il n'y a personne qui a pu identifier le cochon qui est à l'origine de cette infection. Et ceci peut être uniquement parce qu'il n'y avait qu'un élevage qui était infecté et que cet élevage a été utilisé pour faire votre jambon et puis a disparu. C'est quand même assez spectaculaire. Et pour le SARS, en 2003, on a mis 10 ans avant de trouver la chauve-souris qui est infectée par ce type de virus. Alors je pourrais continuer sans fin. Vous avez ici une carte des différents virus émergents à travers le monde. En tout cas, c'est ma carte personnelle. Mais on ne va pas faire l'ensemble de ces virus. Je pourrais parler de poliovirus, qui est un virus qu'on pourrait éradiquer de la planète parce que le réservoir est uniquement humain, avec la vaccination. Mais pour des raisons géopolitiques, il y a des résurgences de poliovirus à travers le monde, parce que les campagnes de vaccination ne peuvent pas être conduites comme elles le devraient. En Suisse, on a aussi des virus émergents. Un virus qui est assez important, qui s'appelle le virus de la méningoencéphalite attique, à ne pas confondre avec la maladie de Lyme, est un virus qui était connu essentiellement en Europe de l'Est. Et vous avez ici une carte en bleu des endroits où on a trouvé ce virus ces dernières années. Si vous allez vous promener du côté d'Yverdon, c'est un endroit à risque d'attraper cette maladie pour laquelle on a des virus. Donc même dans notre entourage, près de chez nous, il y a une évolution de ces virus. Ce que je voulais dire, c'est que la barrière des espèces est une limitation biologique réelle pour tout virus animal. La virulence, c'est un équilibre optimal entre transmissibilité et pathogénicité. Un virus méchant n'est pas dangereux s'il ne se transmet pas. C'est en fait ce que j'appelle des fois des bioterroristes naturels. Ils ont tendance à évoluer d'eux-mêmes. Mais très important, c'est dans un espace-temps qui dépasse une espérance de vie humaine, et vous pouvez imaginer qu'il complique la vie de tous les gens qui font de la santé publique. Alors, même mes collègues les plus astucieux, les épidémiologistes les plus intelligents, les spécialistes de santé publique, personne n'avait prédit le West Nile, personne n'avait prédit le chikungunya ou la dengue, etc. Et plus important encore, personne n'avait prédit le virus du VIH, qui a causé une pandémie absolument dramatique ces 25 dernières années. Et si vous remontez au VIH, il y a plusieurs publications qui analysent le cousin du VIH, c'est les singes, qui montrent que probablement ce virus a évolué pour environ 32 000 ans ou des dizaines de milliers d'années chez les primates, avant que, grâce à des contacts sporadiques, il arrive à infecter l'espèce humaine. Donc, de nouveau, un espace-temps assez énorme. Et si vous remontez
sur des fragments d'autopsie de tissus humains dans les années 60 à Kinshasa, il est possible de détecter du VIH. VIH qui a été découvert qu'en 1981. Et en fait, 20 ans avant, il y avait déjà en Afrique des personnes infectées par ce virus. Alors, vous pensez bien que je suis bien obligé de parler de ce virus aujourd'hui. J'en suis arrivé aux conclusions, mais pour le dessert, j'ai gardé celui-ci, qui est tellement grand qu'on arrive quasiment à le voir au microscope. Il fait environ la taille d'une bactérie, il est filiforme comme celui-ci, et il s'appelle Ebola. Tout le monde en a largement entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est un virus qui a été découvert en 1976, donc de nouveau très récent, qui à l'époque avait connu deux épidémies, une dans ce qu'on appelle l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo actuellement, et puis au Soudan. Et les chiffres ici sont importants. Vous voyez que ces grosses épidémies étaient relativement limitées, environ 300 ou 250 cas, pas plus. C'est de nouveau un virus à ARN et qui a cette capacité à évoluer, comme on l'a montré tout à l'heure, et qui a également un réservoir animal. La mortalité est extrêmement importante. Vous voyez que pour le virus dit Zaïre, on arrive à des mortalités de 88%. Il y a très peu d'agents pathogènes, en tout cas viraux, qui sont capables d'une telle mortalité. Le réservoir est animal, on soupçonne essentiellement la chauve-souris, qui transmet aux grands primates qui sont extrêmement sensibles. L'homme est un hôte accidentel et théoriquement, jusqu'il y a moins d'une année, on pensait que c'était que des accidents de nature extrêmement limités dans des régions particulières et que ce n'était pas un problème humain. La raison pour laquelle je le mets après mes conclusions, c'est que dans toutes mes présentations sur les virus émergents de ces dernières années, je commençais par dire aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Ebola, parce que ce n'est pas une maladie importante pour l'homme et qui ne va jamais conduire à des épidémies conséquentes. De nouveau, un exemple clair que dans ce monde, la prédiction est juste impossible et qu'on se trompe tous. Et là, je me suis trompé comme beaucoup d'autres de mes collègues. La transmission se fait par contact direct, essentiellement avec les fluides corporels, principalement le sang, les vomissures et puis les diarrhées que ces patients ont de manière extrêmement importante. Il n'y a pas d'évidence que ce virus se transmette par voie respiratoire, et c'est certainement un point essentiel, parce que s'il se transmettait par voie respiratoire, ça pourrait devenir une vraie catastrophe. Vous avez eu environ une vingtaine d'épidémies ces dernières années, toutes limitées en nombre. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les plus grandes faisaient environ 300 cas, pas plus, ce qui est de nouveau une gouttelette dans l'océan des misères humaines, et puis étaient localisées essentiellement en Afrique du Centre. Ce qui est de très particulier maintenant, c'est qu'il est apparu en Afrique de l'Ouest, où il était virtuellement inconnu, sauf connu pour infecter les singes dans certaines forêts de Côte d'Ivoire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le virus actuellement qui nous intéresse est celui de l'espèce Zaïre, et vous voyez le type de mortalité qui ont été observées dans les différentes épidémies qui ont été documentées ces dernières années. Pour actuellement, on est dans des mortalités de l'ordre de 60% dans les régions d'Afrique de l'Ouest où le virus sévit. L'épidémie a commencé en 2013. Probablement, le premier cas qui a pu être probablement identifié est un enfant de 2 ans, décédé en décembre 2013 dans une ville qui s'appelle Guékédou, en Guinée-Conakry, qui est, sauf erreur, ici. Et vous voyez que cette ville est aussi tout près d'un triangle ici, où il y a la frontière avec la Sierra Leone et le Libéria, et que les gens qui habitent ici traversent la frontière comme on le fait quand on va à Ferney-Voltaire ou à Annemasse faire nos courses le samedi. Les manifestations cliniques, c'est une fièvre. Ces gens sont extrêmement vite fatigués, ils sont juste anéantis physiquement, ils ont mal partout, et puis, de manière très importante, ils ont quelques vomissements, mais surtout des diarrhées très abondantes. Si ces diarrhées contiennent beaucoup de virus, vous pensez que par contact,
il y a une transmission qui est facile. Et il décède de ces complications multiples avec une atteinte de multiples organes. Il y a donc une excrétion potentiellement assez abondante du virus sur les organes malades, chez les gens malades. Et si vous avez des contacts rapprochés, et en particulier lorsque quelqu'un décède, des rites funéraires qui font qu'on touche les corps et qu'on s'occupe des gens non seulement malades avant qu'ils décèdent, mais également lorsqu'ils sont décédés, par respect et par culture, vous avez des opportunités de transmission qui sont énormes et qui peuvent tout d'un coup affecter des familles entières. Les chiffres valent ce qu'ils valent, mais ce qui est important, c'est de voir les courbes. Actuellement, on a une augmentation des courbes. De nouveau, on n'a pas des chiffres qui sont extrêmement importants en termes de nombre, si vous comparez ça à la malaria ou à la tuberculose ou au VIH, c'est encore un épiphénomène. Par contre, c'est très difficile de prédire ce qui va se passer et c'est extrêmement destructeur puisque c'est capable de se concentrer sur 2 ou 3 villages ou dans des petites villes et de toucher plusieurs dizaines de personnes avec des mortalités effrayantes et de voir des familles entières disparaître. Voici la situation, par exemple, dans une ville comme Monrovia, où les gens doivent faire la queue avant de pouvoir entrer dans un hôpital de fortune qui peuvent les accueillir. Et vous êtes dans une situation extrêmement particulière sur le plan médical, puisque les organismes tels que Médecins sans frontières, qui s'occupent de ces patients, sont obligés d'avoir inventé ces tenues de pseudo-cosmonautes qui sont tout sauf conviviales et qui surtout ne permettent pas de donner des soins adéquats aux patients. Cependant, ça s'avère absolument indispensable si vous voulez préserver le personnel soignant d'être contaminé, puisque l'autre photo que je pourrais vous montrer, c'est un ensemble d'hôpitaux qui sont totalement vides dans ce pays, uniquement parce que le personnel soignant a été touché. Et si vous avez plusieurs personnes, plusieurs dizaines d'infirmières ou de médecins qui sont infectés, dont environ 60% décèdent, vous pensez que ce sera très difficile de continuer à donner des soins. Donc les effets collatéraux de cette maladie, c'est essentiellement l'arrêt des soins primaires dans beaucoup de ces régions qui eux-mêmes vont engendrer une mortalité énorme puisque si vous êtes enceinte et que vous devez accoucher, que vous avez un accouchement difficile, vous restez à la maison ou vous le faites dans un taxi. D'autre part, les gens sont confinés dans des camps, les hôpitaux ne sont plus des hôpitaux publics, c'est extrêmement disruptif. Voici le genre de procédure auquel on doit se soumettre lorsqu'on sort d'un de ces camps avec des sprays du corps entier à base de chlore. Il y a très peu de gens qui sont capables de s'occuper de ce genre d'épidémie. Les hôpitaux locaux ont vite été débordés et Médecins sans frontières est certainement les grands spécialistes sur place, mais ils sont confrontés à une situation tout à fait nouvelle, puisqu'actuellement, jusqu'à présent, les épidémies étaient confinées à un seul endroit. Maintenant, vous avez des foyers répartis sur 3 pays. Il n'y a pas de gros foyers dans d'autres pays que la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Mais vous imaginez que devoir installer des hôpitaux de fortune dans 3 pays de cette taille, c'est une aventure extrêmement difficile et en plus, il faut trouver du personnel et du personnel expérimenté. Je vous ai mentionné 3 pays. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qui se passe dans des pays limitrophes. Vous imaginez bien que les virus, comme je vous l'ai montré, ne respectent pas les frontières et le Libéria, par exemple, a des très grandes frontières avec la Côte d'Ivoire et les gens traversent ces frontières régulièrement. L'OMS a réagi de manière importante ces dernières semaines en engageant des moyens absolument considérables pour essayer de répondre à cette crise qui, à mon avis, est une crise majeure de santé publique, une évolution virale, un virus émergent qui surprend tout le monde par son ampleur, qui surprend par sa gravité. C'est une souche qui est divergente du virus Zaïre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est probablement évolue depuis 2004 sur la base des séquences génétiques qu'on a à disposition. Comme je vous l'ai dit, il a passé déjà de Guinée en Sierra Leone puis au Libéria. Je mets un point d'interrogation parce que je serais très surpris qu'il respecte les frontières. C'était initialement une zoonose, mais maintenant les animaux ne jouent plus aucun rôle puisque l'épidémie est vraiment interhumaine. Et ça, c'est une grosse différence. C'est que même si de temps en temps des animaux vont pouvoir infecter l'homme, actuellement ce qui se passe, c'est d'homme à homme, l'animal ne joue aucun rôle.
Il y a clairement déjà une variation génétique, on peut voir évoluer ces virus. C'est très peu connu puisque vous imaginez que c'est difficile d'exporter du sang d'un patient Ebola positif et de l'analyser dans des laboratoires adaptés. Mais le risque, c'est une adaptation et le passage à un virus qui s'adapterait à l'homme et peut-être aurait d'autres façons de se transmettre, et on espère en tout cas qu'il ne va pas s'adapter au tractus respiratoire pour devenir un virus de type respiratoire. C'est des défis multiples de santé publique, des soins médicaux qui sont extrêmement difficiles, comme vous voyez les tenues de cosmonautes qui sont utilisées, et on n'a pas de traitement efficace. L'espoir repose, à mon sens, essentiellement sur un vaccin qui est la seule intervention de santé publique qui pourrait faire la différence rapidement. Voici un peu la face humaine de cette maladie Ebola, qui par ailleurs touche également les grands singes et a été identifiée comme une cause qui pourrait décimer certaines populations de singes dans les forêts d'Afrique. Je vous remercie pour votre attention. La vieille expression mise en quarantaine est-elle toujours observée en durée, en plus ou en moins? Excusez-moi, reposez. L'expression mise en quarantaine Oui. correspond toujours à une durée effectivement impérative, en plus ou en moins? Vous parlez pour l'Ebola ou pour... N'importe quel... En général, on ne met pas en quarantaine des gens qui sont asymptomatiques. On met en place des systèmes pour les gens qui auraient été exposés à un agent infectieux, d'être pris en charge sur le plan médical au cas où ils développent des symptômes. Mais par bonheur, pour beaucoup de ces maladies, sans symptômes, vous n'êtes pas infectieux. Donc la quarantaine est vraiment une mesure de santé publique qui est vraiment utilisée avec extrêmement de précaution et qui, à mon sens, en particulier pour l'Ebola, n'est vraiment pas utile. Oui, voilà, bonjour. Bravo et félicitations pour cet exposé extrêmement intéressant et brillant. Vous ne serez pas surpris que je vous interroge sur Ebola, puisque c'est d'actualité. C'était assez impressionnant ce qu'on a vu à la télé, que vous avez bien montré. La seule mesure actuelle de protection, c'est ces scaphandres d'astronautes. Et vous imaginez qu'en Afrique, aujourd'hui où l'épidémie sévit, il est difficile de distribuer des scaphandres à toute la population. Alors, est-ce que, à part ça, vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir d'autres formes de prévention et de protection? Est-ce qu'il est possible d'imaginer des substances un peu comme ce qu'on connaît bien à Genève, ces solutions hydroalcooliques mélangées peut-être à des solutions antivirales, plus accessibles aux populations, déjà pour protéger les populations dans les zones environnantes, en attendant de voir si les vaccins ou les sérums peuvent être efficaces. Parce que là, on est apparemment plutôt désarmé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Je pense que vous soulignez un point très très important. Sur place, il est inimaginable de continuer avec des moyens de protection comme ça sur l'ensemble des pays qui sont affectés. Je crois que la seule solution passe par... mais je ne suis pas un spécialiste de santé publique et je crois qu'il faut rester assez humble dans le genre de déclaration qu'on peut faire dans ce cadre d'épidémies qui sont imprédictibles.
et qui mélange de multiples facteurs qui sont difficiles à faire interagir. Mais un point important et essentiel, c'est probablement respecter une hygiène des mains, comme vous le mentionnez, une hygiène de contact dans les soins médicaux qui doit être élevée au plus haut niveau possible. Et si déjà ceci était atteint, je crois qu'on gagnerait rapidement sur l'épidémie, parce que vraiment le contact est essentiel. Il n'y a pas besoin de solutions modernes comme on a ici. Dans ces pays, on utilise des dilutions d'eau de Javel à 0,05% qui sont disponibles dans l'ensemble des pays et tout le monde se lave systématiquement à l'eau. L'autre chose qui est en place dans certains de ces pays, c'est que les gens ne se touchent plus. Les gens ne se serrent plus la main, les gens ne s'embrassent plus, les gens s'évitent en termes de contact physique. Et systématiquement, lorsque vous rentrez dans un bâtiment, etc., vous nettoyez. Mais le plus important reste d'identifier les gens qui sont hospitalisés, c'est très difficile, et de les isoler de manière correcte avec des moyens simples. Les tenues de cosmonautes sont l'extrême qui était clairement adéquat dans des épidémies localisées, mais qui se révèle ici un facteur difficile à gérer. Il est pourtant cependant très difficile de critiquer les gens qui les utilisent lorsqu'ils sont exposés à 60-80 patients par jour hautement infectieux. Merci pour cette présentation très intéressante. Et par rapport à Ebola et Genève, qui est un peu la Mecque des organisations humanitaires, et avec un déploiement important d'employés, de délégués santé dans ces 3 pays que vous avez cités, Sierra Leone, Libéria et en Guinée, disons, si par malchance ce personnel médical s'infectait, est-ce que Genève a la capacité après de les rapatrier, puis disons d'assurer l'isolement et le traitement adéquat de, disons, peut-être un nombre relativement important de délégués? Oui. Merci, ou de personnes d'une façon générale. Merci. Alors, tout à l'heure, quelqu'un parlait de mon agenda. Vous pouvez imaginer à quoi on était occupé ces dernières semaines. Mais j'étais ici aujourd'hui pour parler des virus émergents. Donc, je ne vais pas détailler tout ceci, mais la réponse, pour être simple à votre question, je peux vous assurer qu'on fait le maximum pour que ce soit le cas et pour être prêt au mieux à recevoir quelqu'un qui serait rapatrié avec cette maladie. Salut Laurent. Moi, c'était plutôt juste un petit commentaire, puisque j'ai le privilège et l'honneur d'être avec Laurent sur le terrain, donc je reviens du Libéria tout comme lui. Et je crois que c'était très important, au-delà de toute la présentation scientifique qui a été faite sur le virus, de se rendre compte qu'on est dans une crise humanitaire. Et en fait, Ebola, si on se met en perspective, tout le monde parle de Ebola, mais si on regarde, Ebola a commencé il y a de nombreux mois, on est à peu près à 2300 morts sur 5 pays. Si vous mettez Haïti, 60 secondes, 250 000 morts. Ce qui tue, c'est la crise humanitaire qui est provoquée par Ebola. Ce qui tue, c'est la psychose mondiale qui s'est installée par rapport à, non seulement dans la communauté internationale où les organisations ne veulent pas aller, et aussi la psychose qui s'est installée dans le pays à proprement parler par une rupture totale du système de santé. Je disais à la radio hier, 43% de la population au Libéria, et c'est la même chose dans les pays avoisinants, a en dessous de 15 ans. Vous y ajoutez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, vous êtes à la moitié de la population. Et en fait, ce qui a fait le berceau de l'éclosion de cette épidémie, c'est la faiblesse et l'absence de système de santé qui était déjà existant. Donc c'est évident que ce que disait Laurent par rapport à ça, on doit absolument promouvoir les choses. Et c'est du reste ce que va faire l'aide humanitaire suisse, puisque l'aide humanitaire suisse va vraiment s'engager très fortement dans ce domaine-là. Merci Olivier pour vous présenter. Olivier Agon est le médecin responsable de l'aide humanitaire suisse aux hôpitaux universitaires de Genève. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais bien remercier beaucoup Laurent d'avoir pris le temps. Merci. Voilà.
Je voulais... La brochure que vous avez pu voir en dehors, donc en fait, son équipe, tout ça, ça ne serait pas possible. Et puis, allez bien maintenant. Donc voilà, oui, je remercie mon équipe pour tout le travail qu'ils ont fait. Merci Patrick, merci Laurent pour ce magnifique exposé. Je voulais également vous rappeler qu'il y a un magnifique abécédaire. Ce magnifique abécédaire est magnifiquement illustré par des dessins. Ça a été fait dans un temps record et extrêmement bien fait par une graphiste exceptionnelle dans le travail qu'elle a effectué. Cette graphiste, c'est Bénédicte Magnona et elle est présente. Alors, on va profiter de l'occasion pour remettre un bouquet amplement mérité. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors, merci beaucoup et à l'année prochaine. L'homme a intégré plein de génomes virales dans son génome, ça c'est sûr. Et après, ça ne va jamais trouver de plasticité. Bon, donc elle n'existe pas encore dans la littérature. J'ai beau chercher, mais je ne suis pas un biologiste. Je n'ai pas cherché peut-être un biologiste en vrai vie. C'est pour ça que je parle de cet arbre de la vie, parce que je n'ai pas trouvé la réponse claire. Et surtout comme c'est de l'ARN. Pas d'ADN pour certains d'entre eux. Imaginez que c'est quand même apporté d'une cellule humaine. Non, certainement pas humaine, puisque l'humain il est venu assez récemment dans l'histoire. Oui, c'est une cellule qui a produit de l'ARN, je ne sais pas. D'accord. Un ARN messager, je ne sais pas. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup partout dans tous les milieux. Ah, il y en a énormément. Voilà. Et la question c'est où est-ce qu'ils sont reliés d'un point de vue phylogénétique? On n'y arrive pas en tout cas. Sur la base de la phylogénie, on y arrive. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez juste 2 minutes votre attention? Vous avez déjà donné beaucoup de votre temps. C'est pas une question de mon temps, là il exagère avec l'agent. C'est énergique. J'imagine. Donc je me présente, je travaille à la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Petit-Saconnet. J'ai travaillé au département de la communication. Je n'ai pas un poste disons, important, mais je suis en contact avec quelqu'un, donc je suis spécialement, je suis en contact avec quelqu'un qui était conférent en handicap dans cette région
Pfizer, il était volontiers, disons, d'accord de donner son savoir-faire par rapport à ça. J'ai essayé de faire tomber bâton pour mes collègues, mais bon, ils pensent que 78 ans, etc. Et donc voilà, ils ne veulent pas de lui entre guillemets. Donc je me permets juste de dire, voilà, donc ce monsieur a été à un certain moment, je trouve, nos sociétés et les organisations, des fois, valorisent pas suffisamment le savoir de ces personnes. Et lui, c'était vraiment, et d'ailleurs je vais aller chercher à la bibliothèque universitaire l'article qui est dédié à 94-95 à ce sujet où il était de l'ONS, il a vécu 27 ans en Afrique. Donc disons à mon humble avis, parce que voilà, je pense qu'il aurait vraiment contribué dans ce débat et dans cette problématique où très franchement le monde ne sait pas où on va aller au moins. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette idée qui sont en première ligne, Qui sont sur place. Tels que David Navarro ou Manu Lalonde. Ah d'accord. Donc c'est pas... Ils sont maintenant sur place. Donc a priori vous ne pensez pas qu'il pourrait disons, être un added value pour disons... Oui, non, bien sûr. Mais il y a tout le temps des voyages humanitaires qu'on peut faire pour aider, voyage volontariat ça s'appelle. Et moi j'ai vu qu'ils cherchaient quand même toujours beaucoup d'aides-soignants, enfin pas que pour l'Ebola, hein, pour votre tragédie qui peut arriver s'il veut vraiment aider. Non mais c'était surtout de contribuer au débat, disons c'est ça que je... a priori... Ah d'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, merci. J'avais une question. Merci pour votre présentation. C'est-à-dire, enfin moi je ne suis pas ici à l'école, mais je trouve toujours très bien comment c'est expliqué. Je me demandais enfin, parce que j'ai entendu très rapidement. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu le mot traitement, mais je comprends plus le mot précaution que traitement. Pour ces virus-là, Oui. on n'a pas de traitement, j'ai pas eu le temps de parler, mais c'est pas du tout comme pour les antibiotiques. Ou les de bactéries, vaccins. très peu de traitement très efficace. Mais c'est en étude, c'est ça. Et Pour lequel? Pour l'Ebola? par exemple, Ouais, mais ça intéresse pas non plus. parce que ce n'est pas encore suffisamment répandu dans les pays. Et puis c'est vachement compliqué.